et pour qu'on pose enfin sur elles un regard de respect pour leur extrême courage. À ce jour, en simple citoyenne très engagée, j'ai comptabilisé depuis plus de 30 ans 151 assistances et 5 sont en cours d'enregistrement à proximité de Marseillan. Si j'étais montée sur un balcon en me faisant filmer pendant mes exploits d'assistance à autrui, j'aurais sûrement fait la une de la presse et de tous les journaux télévisés et peut-être même un passage au palais de l'Élysée, sait-on jamais. Mais mon combat de l'ombre est un sujet toujours tabou, qui fait mauvaise presse, qui dérange, car ils mettent en exergue de nombreux vides juridiques et pratiques et de santé publique qui n'ont pour l'heure pas de solution rapide et concrète. Mon combat civil et solidaire fait contre-pub, car il est trop souvent stigmatisé comme un sujet de seconde zone, alors qu'il concerne bien évidemment toutes les couches sociales. Il va sans dire que mon implication en tant que survivante handicapée suscite bien des interrogations. Est-ce normal qu'à l'heure actuelle, en France, dans un pays dit développé, des survivantes doivent s'organiser pour assurer elles-mêmes leur propre sécurité et pallier au vide juridique d'une société majoritairement patriarcale dans laquelle les femmes sont encore trop souvent soumises, utilisées, objetisées, sexualisées et fracassées sans aucune sanction immédiate? Pour exemple, un numéro unique pour la France entière, le 3919, mais joignable seulement à certaines heures. Que doivent donc faire les victimes entre 18h et 9h le lendemain matin, quand tous les autres organismes censés les informer ou les aider ferment leurs portes entre 17h30 et 18h? La plupart des intervenants, jusque dans les tribunaux, ne sont pas formés aux violences psychologiques et à l'emprise, qui sont les violences les plus courantes et les plus compliquées à faire valoir, d'où 8 plaintes sur 10 classées. Les bourreaux sont condamnés principalement à du sursis, même en cas de récidive. Ils risquent plus en infraction routière et en vol de biens qu'en coups et blessures sur une femme. Dans ce cas, pourquoi se priverait-il de recommencer? Comme le souligne très justement Noémie Delattre, la devise de notre beau pays est liberté, égalité et fraternité. Accepteriez-vous liberté, égalité et sororité? Pourquoi ne pas adapter ces mots à la réalité, à savoir liberté, égalité et solidarité, afin d'arrêter de nier une partie de la population française concernée que sont les femmes et les filles? Si nous n'arrivons pas à faire respecter et à faire représenter correctement nos droits de femmes aujourd'hui, qu'en sera-t-il de nos sœurs, de nos filles et de nos petites filles demain? Sur le terrain, vous l'aurez bien évidemment compris, les violences ne prennent jamais congé et les agresseurs connaissent par cœur les horaires de fermeture des structures officielles pendant lesquelles ils excellent d'imagination et de perversité en tout genre. La réalité est bien différente de celle du battage actuel du Grenelle et les demandes de secours, d'écoute, d'aide, d'orientation affluent alors qu'aucune mesure concrète d'État n'est appliquée et que les dossiers s'éternisent dans les tribunaux. Pour une victime sous emprise, en rupture familiale et isolée, qui est tenaillée par la honte, la culpabilité, les menaces et par la peur du jugement, il est plus aisé de s'adresser à une survivante qui a déjà plusieurs parcours de combattante et qui peut éclairer son itinéraire vers la sortie. C'est pourquoi j'assiste principalement des survivantes en danger, en risque de l'être, d'anciennes victimes et d'anciens combattants en errance traumatique sortis d'active et sans suivi. J'interviens auprès des victimes de violences domestiques, en particulier d'emprise, de viol, d'inceste et en état de stress post-trauma complexe. Il m'arrive d'en mettre au vert 48 heures maximum, dans l'attente de la réouverture des structures officielles pour qu'elles aient un endroit sûr où se ressourcer. De les aider à porter plainte, voire jusqu'à la confrontation avec leurs agresseurs en audience au tribunal. De les orienter vers des lieux et des contacts sûrs sans complications supplémentaires. De faire tout ce qui est en mon pouvoir, pour ne pas les laisser choir en état d'errance physique, psychique et traumatique. D'intervenir régulièrement avant le 3919, France Victimes et d'autres services d'aide. D'être contacté grâce aux outils mis en place sur les réseaux sociaux. D'assister des victimes de la France entière, mais notamment en Occitanie, puisqu'elle est ma région d'adoption depuis maintenant 17 ans. Autrement, il s'agit de recommandations faites par les amis du réseau, dont certaines sont ici présentes, et par d'anciennes victimes qui ont été prises en charge ou qui ont repris leur vie en main. Bien évidemment, j'aide mes frères d'âme du monde combattant traumatisé sans soutien, et tant d'autres choses au cas par cas, car chaque histoire est différente.
Il va sans dire que tout est réalisé conformément à la loi et dans les règles de l'art. Pour certains dossiers complexes, je prends conseil auprès de Shane, ancien policier, 5 ans, pompier, 32 ans, également spécialisé en stress post-trauma en Irlande. J'œuvre en priorité auprès des concitoyens et des concitoyennes de la ville où j'habite et en périphérie. Quelques chiffres pour exemple. Il y a 20 dossiers d'assistance à Marseillan, dont 4 victimes d'incendie. 25 dossiers en Agde, 4 Florensac, 2 Pomerol, 1 Bessan, plusieurs à Béziers alentours, idem pour Montpellier et autres Occitanie. Mais aussi d'autres régions, Île-de-France, Bretagne, Ariège, Lot-et-Garonne, Eure et Loire, Auvergne, Picardie jusqu'en Belgique. De toutes les couches sociales donc, il y a 9 hommes concernés, indépendamment des aides aux anciens combattants qui ne sont pas comptabilisées. En moyenne, c'est 4 mois à 1 an d'assistance et suivi, jusqu'à 5-6 ans pour les 3 dossiers les plus longs. Bien évidemment, ces assistances très singulières de l'ombre m'exposent à de nombreuses pressions sexistes, patriarcales, jusqu'aux intimidations, des menaces, des atteintes aux biens, des refus de dossiers par irrégularité auxquels je dois faire face en prenant la défense de femmes qui, là encore, sont traitées sans respect, sous emprise, comme des bêtes de somme. Je devais arrêter à 70, mais je n'y arrivais pas. Comment refuser d'assister une victime en état d'urgence quand on ressent viscéralement tout ce qu'elle est en train de traverser pour l'avoir trop vécu? C'est vraiment compliqué. En cette année 2020, bien que les assistances entreprises soient très positives et toutes prometteuses, je dois mettre M. Détroit, ici présent, au repos, en retraite. J'ai choisi d'en faire autant pour quelque temps, car chaque histoire fait bien évidemment écho à la mienne, à mon état de santé, et je suis fatigué. Comme déjà évoqué avec les médecins, je terminerai donc à 156 assistances pour me concentrer sur mon rétablissement et sur ma vie personnelle, car les combats de l'ombre n'ont jamais pu être compatibles avec une vie privée. Contact de nuit, de jour ou week-end, jour férié, pas de congé, etc. Je reprendrai sûrement l'écriture du livre témoignage Le Petit Soldat de l'ombre et les interventions ponctuelles de sensibilisation en guise de piqûre de rappel. Pour autant, je ne perds pas de vue de pouvoir ouvrir bientôt, dans le Minervois, une maison d'accueil et d'urgence ou cachée, et prendre en charge des victimes survivantes en transit vers leur nouvelle vie de paix et de sérénité. Pour conclure, par ce témoignage, je voulais rappeler à toutes et à tous qu'il est de notre responsabilité humaine et de notre devoir civique de porter assistance à notre prochain, et qu'à contrario, c'est un délit pénal. Article 223-6, non-assistance à personne en danger. En témoignant aujourd'hui, c'est un message d'espoir que je voulais vous délivrer. Même s'il peut paraître utopique à certains d'entre vous, j'ose croire que chacun de nous possède le pouvoir d'incarner le changement dans ce monde au travers de ses actions quotidiennes et de contribuer à sa part de colibri. Que chacun de nous peut œuvrer pour changer l'humanité et au cœur de cette humanité qu'on a tous en nous. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin de personnes de bonne volonté qui répandent leur lumière, la générosité et l'amour autour d'eux pour rendre le monde meilleur, faire cesser les violences et les injustices. Plus nous serons nombreux et nombreuses, plus ce rêve deviendra accessible. Ayons de l'impact. Faisons une différence dans la vie d'autrui. Faisons le bien autour de nous. Soyons solidaires, unis. Qu'est-ce que nous avons à perdre? Avant de passer le micro à Marc Feldin pour sa lecture d'une femme non rééducable, je tenais à remercier très chaleureusement, vous toutes et tous, pour votre présence. Henriette Planchon et les femmes du collectif Elle, tous les intervenants de cette journée de rassemblement, Marc Feldin pour sa présence et pour son aide précieuse, toutes les personnes qui m'encouragent depuis de nombreuses années, tous les élus qui me soutiennent et qui font fi de leur parti politique au profit d'une cause humaine, juste, solidaire et engagée. Bien évidemment, à celle de la première heure, Marie-Christine Fabre de Roussac, rencontrée à la suite d'un incendie à Marseillan, Cathy Corbier, qui m'encourage toutes les deux pour les interventions en EHPAD et auprès des victimes, mais aussi Stéphane Pépin-Bonnet, qui m'encourage tout le temps, avec Laurence Thomas, qui était ma directrice à la VMEH, de chez les femmes bénévoles visiteuses dans les hôpitaux, pour leur soutien, pour leur amitié sans faille. Bien évidemment, Géraldine Sanchez-Détor, Brigitte Martinez, Carole Reynaud, Marie Sanchez, Luc Vidal, Sébastien Frey, Walter, Marie, Georgette, Yves.
notre président du département, M. Kléber Meshkida, sensibilisé par ce sujet de santé et d'intérêt public, excusé et représenté aujourd'hui par Marie-Christine, notre merveilleuse conseillère départementale, et mon amie. Je vais arriver à tourner la dernière page, je ne sens pas trop. Mais aussi nos amis les résidents, les encadrants, les animatrices et les personnels des EHPAD de Nissan-les-Ansérunes, de Vias, de Marseillan, avec lesquels nous avons partagé depuis 2015 des heures merveilleuses à leur côté. Sans oublier, bien évidemment, la famille de cœur, tous les amis sûrs du réseau, Nancy, Anna, Johanna, Colette, Christine, Françoise, Lydia, Marie-Jeanne, Marc, Shane, qui n'a pas pu venir nous rejoindre depuis l'Irlande. Toutes les survivantes et les survivants qui m'ont accordé leur confiance ainsi que leur famille. Le docteur Mastour, Gaël Chamboncel, le docteur Fregnaud, Laura Suzan, Sylvie Blasquez, le docteur Demortillier, que je remercie tous infiniment, mais aussi mes voisins d'enfance, Stéphanie Créel et ses parents, avec qui j'ai gardé contact et qui m'encouragent à témoigner du calvaire que nous avons tous vécu à Montesson, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Avec des pensées particulières pour les associations de cœur, à savoir Un goûter pour Mada, qui œuvre à Madagascar, Une vie en marche, qui œuvre au Maroc, ils sont là-bas, la famille des Restos du Cœur, que j'ai vu aussi, qui sont présents, l'AMEA Marseillan, Reviero Inceste Pézenas, le lieu ressource de Pézenas, donc je viens aussi de rencontrer Krav Maga, voilà, que j'adore aussi, donc la Croix-Rouge d'Agde, où je suis donc secouriste, le Zonta Béziers, Domitia Agde, les primeurs solidaires Agde de Bessan, Plus fort la vie Bessan, Entrée dans la ronde Agde, Un sourire enchantant Marseillan, Marseillan hier et aujourd'hui est la belle. Et je vous rappelle les numéros utiles, importants, le 3919, le 119, le 112 et le 17, mais en cas d'urgence grave uniquement. Avec des remerciements donc à notre maire, Yves Michel, ses élus, à la ville donc de Marseillan, au CCAS, à la Maison de la Justice d'Agde, au CIDFF et bien évidemment à France Victime 34 qui nous aide aussi toute l'année, qui nous accueille, qui sont vraiment précieux. Et avant de vous quitter, je vais demander à mes amis et à ma famille de cœur, en fait, qui sont présentes dans la salle, alors tous n'ont pas pu venir, mais je vais demander à celles qui sont là, en orange, pour celles qui ont pu, de bien vouloir venir me rejoindre, car mais elles ne sont pas obligées, hein. Pour passer de l'ombre à la lumière, parce que cette scène est aussi la leur, hein, et je vous demanderai de bien vouloir les applaudir très chaleureusement pour les encourager. Je vous remercie à toutes et à tous. Donc ma sœur de cœur, Johanna, ma fille de cœur, Anna, donc Anna Rayona, voilà, et donc aussi Françoise, qui est aussi ma sœur de cœur, voilà, donc on est plusieurs, on s'habille en orange la plupart du temps, et donc faites-leur un hommage parce qu'elles le méritent aussi. Et merci à Monsieur Détroit, donc Lilo, voilà. Merci à tous. Et je passe la parole donc à Marc, qui va vous interpréter donc Une femme non rééducable, de Stefano Massini, en hommage à Anna Politovskaya. Merci à vous. Merci beaucoup.